Avant de commencer, je vais vous juste passer par l'exposition qui est en ligne. Je vous invite à la voir. Donc, il y a un site internet, agriculture-architecture.net. Et puis, je passe tout de suite à la dernière partie de l'exposition, parce que j'imagine que si on avait eu cette discussion au sein de l'exposition, c'est peut-être dans ce chapitre de l'exposition qu'on l'aurait eu. Il s'agit de 4 scénarios, une boussole thématique autour des différentes options qui se présentent pour la ville productive. On trouve aussi ces scénarios dans Compass. Enfin, c'est une boussole. Donc, Sébastien Marot nous propose de schématiser les différentes options pour une ville productive, que ce soit une ville extrêmement dense, voilà, une infiltration de l'horticulture au sein de la ville actuelle, un urbanisme agricole beaucoup plus planifié, ou un scénario qui est à une autre extrême peut-être où l'agriculture, la culture définit entièrement l'agriculture. Et puis, ces schémas sont très, très intéressants parce qu'ils nous offrent en fait un schéma général et ils nous obligent à nous positionner. Je crois que ce qui est très fort dans cette proposition que fait Sébastien Marot dans l'exposition, c'est de ne pas éliminer un des scénarios, c'est-à-dire que commencer à réfléchir sur ce qui est compatible, ce qui entre en conflit. C'est ces 4 scénarios qui sont peut-être des abstractions, si on veut, parce qu'aucun d'eux n'est réalisable tel quel, mais ils deviennent assez complexes et très intéressants quand on imagine peut-être comment réaliser une synthèse de ces différentes options. Et je crois que ce qu'on pourra faire lors de notre discussion, c'est une sorte de zoom. Après ces grandes mises en perspective, je pense que c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut imaginer cette ville. Il faut vraiment de l'imagination maintenant pour concrétiser ces grandes questions. Et donc, j'avais d'abord eu une discussion avec Elena Cogato-Lanza qui fait des recherches sur ces thématiques. On avait commencé à imaginer une discussion autour des questions de sécurité alimentaire, entre autres. Quand on parle d'architecture-agriculture, on parle évidemment, bien sûr, de production maraîchère, de production agricole. Et puis, la discussion s'est poursuivie avec le groupe Habitat Nourricier, un jeune collectif qui vient de se créer, tous anciens étudiants de l'EPFL en architecture. Il s'agit de Catherine Narbar, Maëlys Marty, Mathilde Loiseau et Raphaël Barre. Donc, je remercie beaucoup le groupement Habitat Nourricier de nous inviter, d'organiser cette réunion. C'est eux qui ont aussi invité les participants de ce soir. Je crois que la question que se pose Habitat Nourricier et que nous pose d'ailleurs l'exposition Taking the Countryside au sein de l'école d'architecture, c'est de réfléchir à comment intégrer ces questions dans la discipline architecturale. Je vais quitter maintenant le partage d'écran pour passer la parole à l'équipe de Habitat Nourricier et tous vous remercier d'être présents ce soir avec nous. J'espère que vous êtes bien installés confortablement chez vous. Et puis, on va commencer par des présentations et puis ensuite, on passera à une discussion publique. Je vous invite à intervenir aussi dans le chat et je me réjouis de participer à ce débat avec vous tous. Raphaël, je te passe la parole ou quelqu'un d'autre. Oui, merci beaucoup Cyril pour cette introduction. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde virtuelle sur les pratiques et perspectives pour la ville productive. Donc, cette discussion, ça a été dit, elle est organisée par Archizoom et par le groupe Habitat Nourricier, dont je fais partie, ainsi que les autres modérateurs et modératrices, Maëlys, Mathilde et Raphaël. Donc, pour nous présenter rapidement, Habitat Nourricier, c'est un groupe de 4 architectes intéressés à la question des échanges entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés pour inventer des nouvelles façons d'habiter et de se nourrir. Donc, aujourd'hui, cette discussion, c'est l'occasion pour nous de donner la parole à tout un panel d'intervenants très différents qui réfléchissent, qui agissent et surtout qui défendent une agriculture de qualité et en lien avec ses consommateurs.
Donc, en effet, on voit qu'aujourd'hui, le système alimentaire, il a beaucoup de faiblesses. On voit notamment qu'il y a une distanciation entre production et consommation, notamment au niveau géographique. Donc, les aliments viennent de plus en plus loin. Il y a une distanciation économique aussi, avec de plus en plus d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur, mais aussi cognitive. Donc, on sait de moins en moins comment nos aliments sont produits. Et enfin, une distanciation politique, puisque le système n'est plus maîtrisé ni par ses acteurs, ni par les consommateurs. Du côté des consommateurs, on relève aussi des problématiques. Donc, on voit que les consommateurs sont coupés de la terre en raison de cette distanciation, alors que de plus en plus, on voit qu'il y a une réelle envie d'y retourner, de remettre les mains à la terre. Et de l'autre côté, pour les agriculteurs, la situation est compliquée parce que les conditions de travail sont très difficiles et on a tendance à l'oublier, mais les agriculteurs sont aussi paysans, ce qui signifie qu'ils font le pays, et donc on est tous tributaires de leur travail, non seulement pour notre nourriture, mais aussi pour la construction de nos territoires. Voilà, donc on va peut-être pas changer le monde ce soir, mais on va essayer de se pencher sur ces questions. Donc comment tisser des liens entre la production agricole et ses consommateurs. Et donc d'une part, ça veut dire comment permettre à l'agriculture d'investir les espaces habités, mais aussi à l'inverse, comment éventuellement habiter les surfaces productives. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a voulu axer la table ronde sur l'exemple concret de la ville de Lausanne, avec des intervenants qui sont majoritairement lausannois ou de la région de Lausanne. Voilà. Donc on espère que la discussion va vous plaire et qu'elle va faire émerger plein de nouvelles idées. En tout cas, nous, on se réjouit beaucoup. Et je passe la parole tout de suite à Maëlys pour la présentation des intervenants. Merci Catherine. Donc, nous avons voulu rassembler des acteurs venant de milieux variés ayant des rôles différents au sein des systèmes alimentaires afin d'ouvrir la discussion et, nous l'espérons, de faire apparaître les synergies. Donc, ces invités sont Elena Kogato-Lanza, maître d'enseignement et de recherche au sein du laboratoire d'urbanisme de l'EPFL, Ivana Čermarić et Baptiste Cagliari, membres du collectif de la ferme de Bassange qui cultive les terres agricoles de l'UNIL et de l'EPFL, Enea Rezonico et François Turc, respectivement coordinateurs et présidents de la coopérative de distribution de production maraîchère P2R, le panier à deux roues, Marine Villaret, doctorante au sein du laboratoire d'urbanisme de l'EPFL, où elle mène une recherche interdisciplinaire entre urbanisme et écologie du paysage, co-dirigée par Elena Kogato-Lanza et Jacques Baudry. Et enfin, David Bourdin, en charge de la mise en œuvre de la politique agricole urbaine de la ville de Lausanne. Donc, je vais inviter chaque intervenant à présenter son travail, son projet, son rôle en quelques minutes, ce qui nous laissera par la suite du temps pour approfondir la discussion autour de la question comment la production agricole peut-elle investir l'espace de vie des Lausannois. Donc, comme a dit Cyril, vous pourrez poser vos questions à tout moment par écrit dans le chat et nous tenterons de répondre à un maximum d'entre elles. Voilà, donc tout de suite, je laisse la parole à Elena. Oui, bonjour à tous. Merci Maëlys de cette présentation. Alors, moi je suis là parce que je suis un architecte qui enseigne, fait de la recherche à l'EPFL et dans les domaines plutôt de l'urbanisme. Mais il est vrai que depuis quelques années, le thème agricole est de plus en plus présent dans mes activités et c'est certainement d'une part un lien avec l'actualité. Ça veut dire que... Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Elena. Parfait. Donc, un lien avec l'actualité. Discuter de sécurité alimentaire, cela veut aussi dire soulever une série d'implications au niveau de l'aménagement du territoire et de l'occupation du territoire. Mais je dirais que, plus fondamentalement, ma sensibilité par rapport à la relation entre projet territorial et agriculture vient d'un travail que j'avais mené il y a plus que 10 ans, je dirais, sur le plan Valène, les plans pour l'autosuffisance alimentaire de la Suisse en période de guerre. Et moi, je voudrais revenir un peu sur ces points d'histoire qui pourra alimenter notre discussion. Parce que moi, j'étais intéressée à ces plans parce qu'effectivement, c'était un exemple d'une planification absolument, si vous voulez, dans un sens
moderniste, la planification des grandes quantités. C'était les grands défis des années 30 et des années 40. Les défis de la planification des grandes quantités, on pouvait l'aborder autant dans les domaines plutôt militaires, hein, la planification en temps des guerres, des mouvements militaires, la planification aussi dès la production industrielle liée à la guerre ou pas, à ces moments-là, ou dans l'après-guerre, dans la production du bâti. Et la Suisse avait hébergé cet exemple extraordinaire d'une planification des grandes quantités des productions agricoles et alimentaires en vue de nourrir une population qui s'était trouvée à ce moment-là dépourvue d'une partie de ses biens à cause de l'arrêt des importations. La Suisse dépendait beaucoup de l'extérieur. Donc, c'était ça la tension à partir de laquelle j'ai examiné un plan qui est d'un grand charme, autant sur la littérature secondaire qu'à partir de certains documents d'archives. Vous voyez ici un petit feuillet qui était distribué dans les années 40, qui résumait les plans, ce qui consistait à dire quoi? Consistait à dire que les plans devaient essayer d'établir une nouvelle équation entre toutes les surfaces cultivables en Suisse, les types de cultures à y mettre en relation avec les besoins alimentaires et nourriciers. Cependant, les besoins n'étaient pas stables, on pouvait les reconsidérer, on pouvait essayer de changer, de modifier les régimes alimentaires pour construire une adéquation plus fine. À ce moment-là, les sciences de la nutrition sont entrées vraiment dans une phase d'expérimentation absolument intéressante. Et il fallait trouver une série d'équations aussi avec les autres moyens en présence, la main-d'œuvre, les carburants. Et il fallait faire plein de choix. Utiliser un animal, pourquoi? Pour le manger ou pour sa force de traction. Mais c'est certainement un plan qui était lié à la guerre. Mais il faut aussi considérer que ça faisait depuis les années 30 que finalement Valleyne y pensait, mais sur une durée beaucoup plus longue. Cet agronome, ingénieur agronome de l'école polytechnique fédérale de Zurich, en fait, il était en train de construire un plan pour la mécanisation de l'agriculture en Suisse. Donc, au-delà de la guerre, l'impact devait être différemment sur le long terme. Mécanisation de l'agriculture, effacement des traditions régionales, des cultures, homogénéisation, etc. Alors tout ça, c'est extrêmement fascinant. Par contre, voyez cette image ici. Cette image ne semble pas correspondre à ce que je viens de vous dire, en fait. Pourquoi? Parce que la stratégie de Valleyne était une stratégie au moins bicéphale, mais disons multifacette. Alors, d'une part, la technocratie est quelque chose d'extraordinaire, et d'autre part, par contre, une sorte de stratégie très low-tech, la responsabilisation de chaque individu, la recherche de n'importe quel bout de terre, de friche dans la ville à cultiver, la mise en place des systèmes de solidarité pour partager ses propres forces de travail, ses propres outils, une sorte d'initiation un peu générale à la culture, et quelque chose qui ne parle pas du tout de cette volonté de mécanisation. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la stratégie de Valleyne était une stratégie dans laquelle, finalement, toutes les formes possibles de mise en culture comptaient ensemble dans, finalement, la mise en place d'un système qui pouvait avoir ses flexibilités, ses ajustements, et quelque chose qui pouvait s'écaler sur la base vraiment des occasions et des ressources en présence. Donc, c'est des facettes qui sont tout à fait nécessaires et qui peut-être cachent aussi d'autres facettes intermédiaires. Hein. C'est finalement, je trouve, le premier enseignement, la première inspiration que cette expérience peut peut-être donner pour une pensée résiliente de nos territoires habités dans leur composition avec l'agriculture. Voyez cette image ici qui est extraite d'un fascicule de propagande. Propagande est un terme important à ce moment-là. Il fallait mobiliser la population. Cette image nous parle aussi de la mobilisation flexible, ajustable entre une main-d'œuvre qui était occupée dans la ville, dans l'industrie, qui pouvait se débaucher et se libérer pour aller dans les champs et revenir à la ville si besoin. Et vous savez que les techniques
gestion du chômage, de la lutte contre le chômage, ont été créés dans un milieu urbain, avec Baleine, pour la première fois, se sont appliqués de manière systématique au domaine plutôt agricole, du rural, de la culture, avec cette, vous voyez, cette stratégie de la, je veux dire, flexibilité, ajustement, réversibilité, qui me semble pouvoir être très inspirant pour nous aujourd'hui et qui, d'un coup, on pourrait aussi la retrouver un petit peu dans ce qu'on observe aussi aujourd'hui, comme autour de nous, dans ces mois de confinement, dans la manière dont, effectivement, certaines présences de certaines formes d'agriculture ont pu, de la manière dont elles se sont affirmées, elles ont interagi avec d'autres pour ensemble constituer un effort à intérêt collectif. Je voudrais dire qu'on a souvent dit que la loi d'aménagement du territoire, qui sépare les surfaces urbaines des surfaces agricoles et plus tard aussi des surfaces d'assolement, est un résultat, est une issue du plan Baleine. Ce qui est peut-être en partie vrai, mais je dois dire que j'ai quand même des réserves à accepter complètement cette interprétation, parce que je pense que cette articulation, enfin, cette volonté de séparer d'une manière distincte, et finalement, on les connaît, c'est de plus en plus rigide, de plus en plus exclusive, les surfaces urbaines et les surfaces agricoles, n'est peut-être pas tellement l'héritage des baleines, c'est l'héritage plutôt de toute la planification alimentaire qui était mise en place après le plan d'autosuffisance alimentaire et qui a été constamment renouvelée jusqu'aux années 80 en Suisse, qu'elle a continué de diriger donc l'occupation agricole et qui en fait elle a été abandonnée à partir du moment où la loi d'aménagement du territoire s'est installée. Ça veut dire que, vous comprenez, la loi de l'aménagement du territoire avec les deux catégories, elle est peut-être plus les résultats d'une sorte de transformation plutôt administrative de l'expérience des baleines, laquelle pourrait par contre se récupérer par sa, si vous voulez, puissante capacité d'imagination et d'observation du territoire comme une entité extrêmement plastique et extrêmement modélable aussi, au-delà de tout a priori de ce qui est de l'ordre d'un monde urbain ou d'un monde agricole. Voilà peut-être de mon côté, c'est un premier input donc, qui incite à penser qu'en vue d'une résilience, ça vaudrait la peine peut-être de penser que tout compte sur un même niveau et que toute ressource possible vaut la peine d'être mise à plat et être renseignée et être relevée pour construire des interdépendances, des configurations qui sont toutes à trouver et à ajuster dans les temps. Merci Elena pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Et puis du coup, on va peut-être passer à la présentation d'Ivana et Baptiste de la ferme de Bassange. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Ivana Tsurmaric, donc membre du collectif de la ferme de Bassange, avec mon collègue Baptiste Cagliari. Donc, on a un peu la tête dans le guidon, donc on n'a pas pu vous préparer une belle présentation avec des photos de la ferme, mais comme ça vous incitera à venir nous voir dès qu'on commencera la vente sur notre ferme. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots un peu notre projet. Donc, on a pu reprendre donc, les terrains agricoles de l'UNIL et de l'EPFL depuis février de cette année. Et donc, nous, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment une ferme d'agroforesterie, polyculture et élevage. Donc, agroforesterie, c'est vraiment l'idée sur une de nos parcelles qu'on puisse vraiment mettre donc, des lignées d'arbres fruitiers. Et entre deux, on va pouvoir donc, cultiver tout ce qui est grande culture, donc du maïs polenta, du tournesol, du sarrasin, un peu des cultures de niche. Après, au niveau polyculture, on veut, nous, vraiment ce qui nous tenait à cœur, c'était de proposer une ferme qui soit la plus diversifiée possible et aussi qui fonctionne vraiment en circuit fermé. Donc, on va proposer du maraîchage. Là, on a déjà les cultures qui ont été mises en place.
On va aussi mettre en place des baies et puis plein d'autres choses aussi pour amener de la biodiversité fonctionnelle sur nos parcelles. Après, au niveau donc, de l'élevage, on a des brebis laitières. Donc là, surtout dans l'idée aussi de pouvoir amener du fumier composté sur nos parcelles pour avoir un sol vraiment vivant. Et puis de pouvoir justement boucler les cycles. Donc les brebis laitières, on va pouvoir faire du fromage qu'on espère commercialiser d'ici 1 mois environ. Donc comme je le disais avant, nous on veut vraiment tout écouler notre stock en vente directe, dans cette idée vraiment de pouvoir amener un juste prix justement aux producteurs et qu'il n'y ait pas justement différents intermédiaires entre nous et le consommateur, et pouvoir vraiment avoir ce lien directement avec les gens, les locaux, donc nos voisins et les étudiants aussi de l'EPFL et de l'UNIL. Donc là, c'est clair que nous, on est au tout début, donc il va y avoir encore plein de réflexions qui vont se mettre en place. On avance step by step. Et puis, donc, on a vraiment l'idée de pouvoir créer différentes synergies, que ce soit au niveau de la commune ou bien aussi justement du campus, en proposant différentes formations ou des chantiers participatifs où les étudiants pourraient vraiment venir mettre la main à la pâte sur nos parcelles avec nous pour apprendre qu'est-ce que c'est l'agriculture. Après, à savoir que nous, on est justement... on a fait peut-être un peu un pas en arrière, je pense, pour certaines personnes qui nous écouteront, dans le sens où en fait on travaille tout en traction animale, ou le plus possible. Enfin, cette année, on a dû commencer quand même avec quelques machines sur certaines parcelles, parce que au niveau du timing, le printemps est arrivé rapidement. Enfin, on pourrait même dire qu'on n'a quasiment pas eu d'hiver. Donc, on a 2 tractrices. Donc, c'est nos 2 juments que vous avez vus donc, en photo sur la page de l'événement. Donc, Silo et Annika, qui nous aident, qui sont nos 2 grandes collaboratrices au champ. Et sinon, pour le reste, on fait aussi beaucoup de travail à la main. Parce que pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'être le plus résilient possible. Et puis de ne pas dépendre de tout ce qui est des énergies fossiles. Puis j'ajouterais finalement par rapport au thème d'aujourd'hui de l'habitat nourricier, finalement le fait de se constituer en collectif, on est 3 à travailler à plein temps, mais il y a 3 personnes qui finalement habitent à la ferme, qui ont un travail à côté et qui participent aussi à la vie de la ferme. Donc quelque part, il y a aussi un peu cette idée de recollectiviser un peu le travail dans une ferme, et finalement il y a une partie qui peut se faire en complément d'un travail plus classique, on pourrait dire. Et puis par rapport à l'interaction avec les habitants de la ville, finalement il y a aussi une partie complètement spontanée qui se fait, quoi. Là on regarde par la fenêtre, il y a les voisins qui sont venus voir, dès qu'on est dans les champs, les gens nous demandent et puis ou nous félicitent parce qu'on est derrière un cheval, donc ça c'est du fait de la situation de la ferme qui est complètement dans la ville, mais qui a quand même son fonctionnement de ferme rurale avec du pâturage, de l'élevage, c'est pas que du légume ou quelque chose de très intensif. Finalement, il y a un échange qui se crée. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. On peut encore rajouter ? Je crois que c'est un peu tout, quoi. Merci beaucoup pour la présentation. Et là, on va passer avec Enea Rizonico, donc de P2R, le panier ado. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas seul ici, il y a aussi François Turc qui est à un autre endroit, mais on est ensemble pour représenter notre coopérative qui est le panier bio de Roux. Alors, j'avais juste quelques... Voilà, ça c'est notre logo. Et puis, je voulais juste vous dire quelques mots sur l'histoire de notre coopérative, où on en est, qu'est-ce qu'on prévoit faire dans le futur. En fait, c'est une coopérative qui a été initiée en 2010 par plutôt des consommateurs qui ont approché des producteurs bio de la région, et avec l'envie de mettre sur pied une filière de production, de distribution de produits biologiques de la région qui soit le plus durable possible. Du coup, ce qui a été fait assez rapidement, on est arrivé à environ 200 membres. Et puis, depuis 2-3 ans, on a décidé de passer plutôt à 300, actuellement à 330 membres qui reçoivent chaque semaine des paniers de fruits et légumes. Moi, cette image, je l'aime bien parce
qui résume un peu tous les produits qu'on fait et comment on les distribue. Ouais, on distribue avec des vélos cargo dans une vingtaine de points de distribution à Lausanne. Et on a des paniers de fruits et légumes qui sont distribués 45 fois par année, une fois par semaine. Puis on travaille aussi avec d'autres artisans, typiquement boulanger, il y a du tofu, il y a des fromages de chèvre, et puis il y a des œufs, un abonnement, et puis on a aussi une épicerie en ligne qui est proposée à nos membres. Alors ça, c'est la manière comme on a travaillé pendant les derniers 10 ans. Et depuis 2 ans, on a commencé à réaliser que, avoir l'impression qu'en fait la limitation ou l'éclosion de ce type de projet n'était peut-être pas la distribution, mais c'était plutôt simplement le nombre de producteurs qui sont à proximité de Lausanne. Et du coup, on s'est posé la question comment on pouvait mettre en valeur notre coopérative, toute l'énergie qui est apportée par ses membres d'une autre manière. Et en fait, je pense qu'il faudrait juste revenir en arrière. Et on a décidé de considérer l'option de démarrer notre propre production. Alors, on a approché plusieurs paysans bio de la région avec qui on travaillait déjà pour voir s'il y en avait certaines qui étaient éventuellement disposées à nous mettre à disposition une parcelle. Et finalement, on a trouvé un paysan bio qui est à Étagnières, qui a été d'accord de commencer à discuter avec nous il y a 1 année et demie, justement sur un projet commun qui s'est concrétisé au courant de l'année passée par justement une convention, un contrat qui a été fait avec lui, qui nous a permis d'accéder à un terrain d'environ 1,5 hectare et qui a, voilà, sur la base de ces bases-là aussi, avec l'accès avec des locaux dans sa ferme, on a imaginé ce qu'on voulait faire pour nous sur ce terrain. Ce dessin, cette image, elle illustre un peu ce qu'on aimerait faire. Ça veut dire que c'est essentiellement une production maraîchère sur cet hectare et demi en agriculture bio-intensive, avec beaucoup de travail manuel. On travaille essentiellement avec des motoculteurs et puis avec des outils manuels, avec quelques tunnels. Alors ça, c'est l'image au début de cette année, quand le terrain a été mis à disposition. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais les travaux sont en plein essor en ces moments. On bénéficie indirectement du coronavirus parce qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui viennent donner un coup de main. Ça, c'est des images d'il y a 2-3 semaines. On était en train de monter les tunnels. Et puis, peut-être en revenant encore en arrière sur la photo aérienne, sur le champ qui est à droite, qui est cultivé avec des grandes cultures par le paysan. L'idée, c'est aussi d'installer un projet d'agroforesterie. Et puis, on est aussi en train de considérer l'option de planter des haies, des mesures aussi qui favorisent la biodiversité. Alors, il y a vraiment un projet qui se met en place en collaboration avec le paysan à long terme, qui a comme ambition d'avoir déjà un système de production qui soit économiquement viable, mais aussi qui soit le plus durable possible et le plus bénéfique possible en termes de soutien à la biodiversité par rapport à un système plus intensif avec des monocultures. Et ça, c'est juste une image de fin pour vous dire que les légumes nous parlent des fois, ils nous envoient des messages. Merci voilà. Enea pour la présentation. On va passer à Marine. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Bon. Très bien. Oui, alors peut-être que je vais commencer par d'abord excuser Marie Brault qui devait être présente ce soir, qui n'a pas pu l'être pour des raisons personnelles. Et donc, je ne suis pas ici pour la remplacer. Enfin, j'en ai pas la prétention et puis j'en suis parfaitement incapable. Par contre, je préfère dire que je suis là plutôt pour témoigner de ma collaboration avec elle, qui en fait a commencé il y a 2 ans grâce à la recherche dirigée par Elena Cogato-Lanza sur l'agriculture métropolitaine. Peut-être un mot sur Marie pour expliquer un peu ce personnage qui est vraiment un acteur clé dans notre recherche. En fait, elle a plusieurs casquettes très intéressantes. Tout d'abord, elle est agricultrice de formation. Elle est agricultrice à la ferme de Budé à Genève, donc qui ressemble un peu aux pratiques employées par les deux invités, deux coopératives invitées ce soir.
donc de la vente directe, sans mécanisation, en tout cas le minimum possible, biologique, etc. Et elle est aussi intégrée très active dans la sphère politique de Genève. Elle a notamment initié l'association MAPC, donc, pour rendre visibles ces petits agriculteurs et les connecter encore davantage avec les consommateurs. Et puis aussi, l'autre chose complètement improbable, c'est qu'elle est architecte de formation. Et donc, on parle un langage commun, parce que je suis moi-même architecte de formation, je dirais plutôt urbaniste du paysage dans la pratique. Et j'ai commencé donc une thèse dans le cadre de cette recherche qui essaye d'intégrer des connaissances de l'écologie du paysage en urbanisme. Je traite notamment la notion de biodiversité, comprendre qu'est-ce que c'est, et la notion de région, et comprendre spatialement qu'est-ce que cela pourrait devenir, disons, en termes de projet. Et en fait, donc, elle nous offre Marie, dans tout ça, nous permet donc de faire un pont avec une pratique de terrain, avec les acteurs du territoire, et avec une réflexion donc plus générale. Voilà, oui, oui, je veux bien la slide, en effet, merci à vous. Voilà, celle-ci. Donc, c'est une collaboration, je vous disais, qui a débuté depuis 2 ans, et on a commencé à réfléchir à plutôt donc une stratégie donc qui se veut vraiment multisectorielle, qui réfléchit donc bien sûr à l'agriculture, mais aussi à l'environnement et à l'urbanisation, notamment d'un point de vue de densification, de stratégie de densification. Et elle est aussi multiscalaire. En effet, on réfléchit à l'échelle du territoire, comme vous pouvez le voir avec cette carte. On préfère d'ailleurs parler de bassin de vie au sens aussi d'une réflexion d'approvisionnement et de qualité de vie au quotidien, et même dans les questions d'habitat. Et on est aussi à une échelle, donc on participe à une réflexion sur la question de la sécurité alimentaire. On est dans l'académique, donc on peut s'abstraire du cadre légal, on réfléchit sur la sécurité, mais disons l'approvisionnement ou la souveraineté alimentaire, prenons ça au sens large, pour l'instant en tout cas. Et je dirais le troisième aspect de cette stratégie qui est important de noter, c'est qu'on réfléchit aussi à une échelle très fine des morphologies urbaines. Comment en fait la stratégie, disons, oui, comment repenser l'urbanisme aujourd'hui? Donc, les exemples de Sébastien Marot illustrent un peu ce propos-là. Parce qu'en effet, la densification actuelle, comme vous pouvez le voir dans la slide d'avant, en fait, s'étend de plus en plus dans l'espace rural. Et donc, l'urbanisme doit un peu se remettre en question. Comment on vient s'implanter dans ces territoires-là? Est-ce qu'on doit le faire? Si oui, comment? Etc. Donc, c'est pour ça que tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Il est important d'aller à la petite échelle, à celle vraiment de l'exploitant, comme pour, déjà d'une part, pour décrire et cartographier donc l'agriculture à une échelle de proximité, comme je disais, pour comprendre la logique agricole, mais aussi les métriques. En tant qu'architecte, je connais la métrique d'un bâtiment ou d'une ville, mais j'avoue que la métrique d'une exploitation agricole m'est complètement inconnue, donc ça m'aide à apprendre comment ça fonctionne et quelles sont les dimensions que ça prend. Et je dirais aussi, l'autre chose importante, c'est que cette cartographie-là, qui est faite donc sur la base d'un relevé de terrain, elle permet en fait de rendre visibles des choses qui passent sous les radars de la cartographie officielle. À gauche, en bas à gauche, vous voyez la cartographie officielle des surfaces agricoles utiles, et à droite, ce qu'on a pu repérer en allant sur le terrain. En fait, on voit bien qu'il y a un décalage entre la cartographie fédérale officielle et celle qu'on peut voir sur le terrain. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Mais donc, au-delà, on a aussi une réflexion au-delà de ces cadrages de 2 km par 2. On a une réflexion, et au-delà aussi de l'espace de production. J'entends qu'on a bien conscience n'est qu'une partie de la chaîne de production alimentaire. Et là, donc, c'est un travail que Marie a commencé. Ce sont des dessins vraiment de travail pour l'instant, de catégoriser en fait l'agriculture, mais donc selon une logique de filière, mais elle ne se base absolument pas sur la question du volume de production par type de produit, comme c'est fait habituellement, donc des œufs, la viande ou les légumes, etc. Elle se base plutôt sur une logique de distribution.
Le grand avantage de tout ça, c'est parce qu'en fait, ça permet de discriminer justement la grande distribution, comme vous le voyez à gauche, de la vente directe, qui est elle aussi ignorée par les statistiques officielles parce qu'en fait, elle est dérisoire en termes de production, en termes de volume, j'entends. Alors, juste pour la petite précision, ce sont donc l'agriculture que vous voyez ici, c'est l'agriculture maraîchère. Le produit que vous voyez ici, c'est les légumes. Voilà. Et donc, cette réflexion qu'on a ici, elle est double. D'abord, elle regarde la question des cycles. Justement, Baptiste et Ivana parlaient justement de cette question des fermetures. Vous voyez que dans celui des ventes directes, on commence à apercevoir une petite réflexion cyclique, notamment sur la question de la matière organique qui s'opère, alors que dans la grande distribution, comme vous le voyez à gauche, il n'y a pas forcément de cycle, c'est assez linéaire. Et aussi, moi, en tant qu'urbaniste, ce que j'apprécie beaucoup avec ce genre de travail, c'est comprendre comment moi, je peux faire mieux mon job. Donc, en fait, on voit quelle est l'infrastructure agricole de production, mais aussi de transformation, de distribution et potentiellement de consommation est nécessaire pour soutenir ces différentes filières de production alimentaire. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci Marine. On va passer à notre dernière présentation, David Bourdin. Juste avant, je précise que vous pouvez à tout moment mettre vos questions dans le chat par écrit et comme ça on peut les remonter. Voilà. Merci à vous David. Bien, oui. Ok, donc moi je m'appelle David Bourdin, je travaille pour la ville de Lausanne au service des parcs et domaines. Et puis je coordonne pour la ville la mise en œuvre de la politique agricole urbaine qui a été définie par la municipalité, votée au conseil communal en 2018. Et puis cette politique agricole urbaine, elle a été adoptée à l'unanimité, moins une abstention. Ça montre aussi l'intérêt, je dirais, politique, tous bords confondus pour ces initiatives. Donc, volontiers, si vous mettez les photos. Alors, la ville de Lausanne, elle a une longue histoire avec son agriculture. Ici, c'est une photo d'un plantage. Ça fait plus de 20 ans que la ville de Lausanne met à disposition aux habitants des surfaces pour cultiver. Toute cette forme de plantage, donc vraiment au pied des immeubles, sur des surfaces de quelques centaines de mètres carrés. Il y a aujourd'hui 15 plantages, ça fait 1,6 hectares qui sont disséminés dans la ville. Et puis, c'est une suite aussi historique des jardins familiaux. Jardins familiaux, il y a à Lausanne 11 hectares de jardins familiaux qui sont répartis plutôt vers l'extérieur de la ville et qui sont là des modes de mise à disposition de foncier pour les habitants pour cultiver qui sont très anciennes. Ce qu'on est en train de développer à Lausanne, vous pouvez montrer la photo suivante. Donc, en termes de dimension, l'intervenante précédente, elle parlait un peu aussi de ces surfaces. On cherche maintenant des surfaces plus petites qui peuvent être mises à disposition des habitants au pied des immeubles, vraiment au cœur de la ville, pour offrir des lieux d'expérimentation et puis de loisirs, de liens sociaux, pour pratiquer le jardinage en bas de chez soi. C'est des expériences qui sont, je pense, très importantes pour recréer ce lien, pour justement lutter contre cette distanciation qui se fait entre les habitants des villes et puis la production alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de promouvoir. On avait prévu, et le Covid-19 nous a freiné très fortement de relancer ces initiatives de manière assez importante à Lausanne. Alors, j'espère que dans les semaines prochaines, on pourra développer ce qu'on a prévu, donc de mettre à disposition parfois quelques mètres carrés simplement aux habitants qui souhaitent cultiver. Donc ça, c'est un élément important, c'est ce jardinage. Alors, l'autre volet qu'a Lausanne, et qui là aussi est historique de plusieurs siècles, c'est que la ville elle est propriétaire de terrains agricoles. Ici, on est sur la commune de Lausanne, c'est la ferme des Saujales. Il y a une des clairières dans le massif du Jura. Donc, la ville est propriétaire de 900 hectares de terres agricoles. Il y a 7 fermes qui sont louées par des paysans, une cinquantaine de locataires qui louent des parcelles à la ville.
Puis cette ferme-là, je l'ai choisie parce qu'elle est assez emblématique. C'est une ferme qui fait qui fait près de 70 hectares. Donc, ça montre aussi les dimensions, la réalité agricole aussi du canton et puis des exploitations de la ville, avec comme production principale la production laitière. Voilà, c'est la famille Demont qui exploite ce domaine et puis qui est très connue pour son stand au marché. Et puis, très connue aussi pour une initiative, le lait équitable, qui est aujourd'hui en place et qu'il est possible d'acheter dans la grande distribution et qui garantit aux producteurs une rémunération équitable avec 1 franc du litre du lait. Ça, c'est vraiment une initiative très intéressante et très importante parce que cette question de la rémunération et du prix équitable, c'est quelque chose, je pense, de central pour le futur et pour la durabilité des systèmes. Une autre image aussi pour montrer ce que la ville de Lausanne fait ou est en train de développer ici, c'est la ferme de Roverea. Donc, je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaît cet endroit avec une production agricole qui était auparavant destinée à des circuits longs avec du lait d'industrie qui était vendu dans toute la Suisse, des céréales qui étaient vendues dans toute la Suisse. Et puis aujourd'hui, une production qui est complètement relocalisée avec une production maraîchère, de la production de céréales aussi, qui est vendue à la ferme, qui est vendue au marché. Et puis ça, c'est pour nous une grande réussite à ce stade déjà, avec beaucoup d'activités aussi de découverte de la permaculture, d'expérimentation de la permaculture, en plus de l'agriculture biologique, je dirais, classique. Donc voilà, un projet très intéressant pour nous, où on apprend beaucoup. C'est aussi un apprentissage pour une collectivité publique comme Lausanne, comment mener ce genre de projet. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt aussi comment va évoluer le projet de Bassange, cette agriculture bio-intensive sur des petites surfaces avec beaucoup de travail manuel. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve, et très complémentaire par rapport à ce qui existe aussi par ailleurs. Volontiers pour la suite. Les réflexions à Lausanne, elles se poursuivent aussi sur cet espace de la Blécherette. Donc, une des entrées de ville de Lausanne, qui est peut-être de l'autre côté par rapport à Roverea. On voit ici l'autoroute et puis les communes voisines du Mont-sur-Lausanne, Romanel, etc. Et puis là, on a une réflexion qui dure, certains diront sans doute, depuis plusieurs années sur comment mettre en valeur ces espaces agricoles qui sont au cœur d'une agglomération qui se développe et puis où il y aura aussi des nouveaux projets qui vont se développer. Pour synthétiser peut-être, je crois que c'est la dernière diapositive, voilà un petit peu la manière dont on a construit la politique agricole et comment on la mène, avec un schéma qui montre les différents types d'agriculture urbaine qu'on peut trouver sur le territoire lausannois, avec une discrimination selon un axe zone à bâtir, zone agricole, même si dans la réalité, effectivement, il y a des surfaces agricoles dans la zone à bâtir et puis des espaces habités dans la zone agricole. C'est quand même une grille de lecture qui pour nous est très importante parce que le cadre légal est complètement différent selon qu'on est en zone agricole ou en zone à bâtir. La loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur le droit foncier rural donne des possibilités qui sont très différentes selon là où se situe la parcelle ou le bâtiment. Et puis un autre axe, activité professionnelle dans le haut du schéma et non professionnelle dans le bas du schéma. Activité professionnelle dans le sens où il y a une rémunération, un salaire qui est attendu de par l'activité, et puis activité non professionnelle, parce que là, c'est peut-être plutôt des motivations aussi sociales, de loisirs, d'interaction qui sont prédominantes et pas forcément le fait de gagner sans revenu au travers de la vente de denrées alimentaires. Et puis à Lausanne, on voit toute cette diversité d'initiatives ou de structures qui existent avec en haut à droite les fermes de la ville de Lausanne, les différents domaines qui sont plus ou moins proches des espaces urbanisés, donc dans lesquels il y a des possibilités qui sont assez différentes d'interaction aussi avec le public. En haut à gauche, des formes professionnelles qui finalement se
se déploie dans la ville. On a une exploitation, la ville de Lausanne, avec une centaine de moutons qui exploitent une trentaine d'hectares au sein de la ville, des espaces verts qui sont tondus par les moutons. C'est des tondeuses très efficaces. On a 600 arbres fruitiers qui ont été plantés puis qui sont entretenus par le personnel communal. Et puis les fruits sont à disposition de la population. On a un projet de toiture potagère. Ça, c'est avec un point d'interrogation parce qu'il est encore... il n'est pas encore réalisé. Il y a des potagers dans les institutions, dans les écoles. Et puis, bien sûr, il y a tous les magasins, les cuisines, les restaurants qui vendent les produits qui sont produits dans les espaces agricoles. C'est un peu le schéma en haut qui montre un peu ces filières qui étaient présentées par une des personnes qui a parlé avant. Et en bas à gauche, une grande diversité là aussi de jardins, les jardins familiaux, les plantages, tout ce qui se passe chez les privés sur leur balcon ou bien dans leur jardin à eux. Et puis, quelque chose que j'ai évoqué, qu'on voudrait développer, c'est ces permis de végétaliser dans les pieds d'arbres, des bacs et autres. Donc, une grande diversité de formes de partenariat, de motivation, de contrats, du coup aussi, d'investissement, de montants financiers. Et puis, c'est très vivant, je dirais, comme forme de projet et puis comme forme d'agriculture urbaine. C'est quelque chose qui est très dynamique et ça, je trouve ça passionnant de voir la diversité des projets et puis à la vitesse à laquelle ils peuvent se mettre en place. Alors, je vois que dans les questions, il y avait une question sur la ferme Ebi. Est-ce qu'elle appartient à la ville de Lausanne? Alors, cet espace de la ferme Ebi, il est scindé en deux parties d'un point de vue du foncier, avec le sud de la parcelle qui appartient à M. Ebi, où il y a aujourd'hui des piquets pour la mise en enquête d'un projet de construction de logement. Ça, c'est sur les terrains qui appartiennent à la famille Ebi. Puis au nord de la parcelle, il y a des terrains qui appartiennent à la ville de Lausanne, qui sont en zone de verdure et qui sont, de par leur affectation, destinés à devenir un espace vert pour la population. Voilà. Merci, Monsieur Bourdin, et merci à l'ensemble des intervenants qui nous ont fait part de leur retour d'expérience, de leurs recherches en cours, et merci pour leur exercice de synthèse. On sait que c'est difficile, ce qui nous a permis de garder du temps pour la discussion qui commence maintenant. Et donc, on invite l'ensemble des participants et des spectateurs à devenir acteurs et à poser vos questions. Alors, vous pouvez poser donc soit vos questions par le chat, on a déjà vu que certaines personnes l'avaient fait, soit vous pouvez aussi demander la parole et on vous offrira le micro. Peut-être pour commencer et pour revenir sur l'échelle du territoire dont on parle de la production agricole à Lausanne. Peut-être on pourrait se poser la question dans un premier temps de savoir de quelle étendue géographique parle-t-on. Et je me demandais si réfléchir à la production agricole d'un territoire, est-ce qu'elle n'amène pas à réfléchir au-delà des limites administratives, et est-ce qu'il pourrait être pertinent de parler d'une biorégion lématique productive? Je sais que c'est des réflexions qui peuvent être liées aux thématiques de recherche de Madame Cugato-Lanza ou de Marine Villaret. Donc, je ne sais pas si elle voudrait réagir sur cette notion de biorégion productive. Première réaction, Marine Villaret a évoqué tout à l'heure la notion d'agriculture métropolitaine sur laquelle nous travaillons, qui était une manière de se démarquer d'une attention pour l'agriculture urbaine comme d'une présence qui ne trouve pas forcément son enjeu dans la quantité de production à assurer, mais qui trouve son enjeu et son sens dans des effets qui sont de l'ordre aussi de l'animation de l'espace public, qui sont de tout à fait grand intérêt, mais qui ne sont pas forcément peut-être décisifs ou qui n'étaient pas posés comme décisifs il y a quelques années, alors qu'ils peuvent l'être. Je dirais que la question de la biorégion est un horizon, un projet à explorer. Quand on parle de métropole en particulier, nous parlons d'un bassin de vie dans lequel des mises en cohérence sont recherchées en termes de mobilité d'une population,
de ce qui sont les polarités, les attractivités, l'habiter, le travailler, donc toute cette logique infrastructurelle. Et c'est dans le sens aussi de pouvoir permettre au thème architectural, enfin, pardon, excusez-moi, au thème agricole d'entrer dans une appréhension de ce type-là, des bassins de vie avec des mobilités extrêmement, si vous voulez, aussi dynamiques, que nous avons aussi travaillé, comme l'a montré Marine, avec Marie, dans le sens de montrer aussi l'agriculture comme finalement elle aussi un réseau de mobilité, que ce soit de la matière, de l'humain, de manière à la rendre homogène dans sa description, dans son appréhension, homogène à la manière dont elle appréhendait la matière urbaine, la matière plutôt infrastructurelle, la matière des autres productions non liées à l'agriculture. Ça, c'est déjà un premier pas que l'on fait pour après envisager peut-être un travail là-dessus, une compréhension en termes de biorégion. Mais c'est un projet quand même, la biorégion, me semble-t-il. Hein. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Monsieur Bourdin. Oui, alors juste pour donner un exemple concret aussi des réflexions qui ont été faites à Lausanne, peut-être juste avant, peut-être un chiffre, c'est qu'au niveau de la Suisse, l'agriculture permet de produire 1 calorie sur 2. Donc, sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut imaginer que forcément, dans une ville, c'est impossible de produire l'ensemble des calories qui sont consommées à l'intérieur d'une ville. La municipalité elle a développé un projet de restauration collective durable donc qui vise à s'approvisionner en local pour les cantines scolaires, donc dans un rayon pour avoir 70% de ce qui est consommé qui viennent de produits locaux. Et puis pour ça, il y a une analyse qui a été faite sur la capacité de production des alentours de la ville. Et puis, il s'est avéré qu'en fait, ce qui a été choisi, c'est un rayon de 70 km autour de Lausanne pour s'approvisionner en local. Donc, ça montre un peu justement cette échelle, peut-être, je ne sais pas si ça correspond à l'idée de biorégion, mais ça montre un peu l'échelle qu'il est nécessaire de penser pour pouvoir s'approvisionner localement. Marine, vous vouliez compléter? Oui, en fait, c'est exactement la question que je voulais vous poser, donc ça tombe bien. Mais alors, juste oui, pour compléter c'est pour ça qu'on pourrait parler pour l'instant de région que de biorégion, parce que la région, c'est plutôt une notion assez vaste. Et ce que j'apprécie donc avec la politique agricole de Lausanne, c'est qu'elle s'abstrait de ses limites administratives justement, et au contraire, donc là, on commence à voir le bassin de vie, donc la question en fait, ce qui délimite, on va dire, une certaine gouvernance alimentaire, si j'ose dire, c'est vraiment la logique d'approvisionnement. Et en effet, 50% de la nourriture, on parle de sécurité alimentaire en Suisse, il faut quand même rappeler que 50% de notre alimentation est importée. Donc, c'est quand même une réalité qu'il faut considérer. Et j'ose donc renvoyer une question à David Bourdin sur ce point-là. Bon, vous êtes une commune, j'en ai bien conscience, c'est des choses qui se discutent aussi, surtout même au niveau de la fédération, confédération ou bien au niveau cantonal. Mais quand on voit la commune de Mérin, par exemple, à Genève aussi, en fait, les communes sont très actives dans les politiques agricoles, ce qui est vraiment super chouette, et ce qui montre l'aspect bottom-up aussi. Il n'y a pas seulement les producteurs, les communes aussi se mettent en action. Donc, ma question est la suivante, c'est est-ce que vous auriez j'ose dire, est-ce que vous prenez position et vous proposez un projet agricole un peu plus général, disons, là on voit des niches un peu partout, mais est-ce que donc il y a vraiment une volonté politique d'arriver à une certaine cohérence territoriale, une certaine prise de parti en disant ok, nous notre objectif ce serait de tendre par là, ou plutôt quelque chose d'un peu plus ponctuel, si j'ose dire, un peu plus de l'ordre de l'acupuncture, où on dit ok, là on a des opportunités ici et puis on y va pas à pas. Enfin, en fait, je suis très intéressée de voir comment vous mettez ce projet-là en place. Voilà, ce serait ma question. Alors, il y a un certain nombre de fils rouges ou bien d'axes dans cette politique. Donc, je vais essayer d'en profiter pour répondre à un certain nombre de questions qu'il y a dans le chat. Donc, l'une d'entre elles, c'est l'agriculture biologique. La volonté, c'est que l'ensemble des terrains
de la ville de Lausanne soient exploités selon les critères de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est une prise de position forte, je dirais, par rapport à la politique agricole fédérale. L'objectif, c'est que l'ensemble, alors c'est déjà le cas, je dirais, en ville, il n'y a plus du tout d'utilisation de produits phytosanitaires dans les parcs, ce genre de choses. Les plantages, c'est en bio. Les jardins familiaux ont pris ce chemin aussi. La ferme de Roveray est en agriculture biologique. Les terrains de la Blécherette seront un jour cultivés aussi en agriculture biologique, et puis ça, c'est dans quelques années. Pour les terrains qui sont exploités par les fermiers, on est dans un espace-temps aussi qui n'est pas forcément celui qu'on a forcément l'habitude. Là, l'échéance, elle a été fixée à 2038, avec des incitations en termes de réduction de loyer ou bien de mise à disposition de parcelles pour tester des nouveaux modes de production. L'agroforesterie, effectivement, c'est une option qu'on aimerait bien mettre en place. En tant que propriétaire, on ne peut pas décider tout seul. On est avec des locataires qui sont les exploitants, des paysans ou bien des personnes privées. Et puis, on doit faire avec eux, à leur rythme aussi. Et puis, on a des différents échanges avec des fermiers qui seront aussi intéressés par cette agroforesterie. Et c'est quelque chose qu'on va volontiers mettre en place. Et puis, l'autre fil rouge, je dirais, c'est pour ça qu'il y a cet aspect peut-être un petit peu disparate, c'est de mettre autant que possible de surface à disposition des habitants pour qu'ils puissent expérimenter la production agricole eux-mêmes. Et là, il est nécessaire de prendre des formes très différentes de par la rareté du foncier. Et là, on a besoin vraiment d'être aussi très créatif pour trouver différentes solutions. Et puis, cette volonté aussi de renforcer les circuits courts, la consommation locale à Lausanne, que ce soit dans les cantines scolaires, ça c'est quelque chose qui a été mis en place, mais aussi dans les établissements publics de la ville, dans les édicules. Donc là, il y a vraiment une politique de fond d'aligner l'ensemble, d'offrir à la population quelque part des espaces de consommation, donc pas que des espaces de production, mais aussi des espaces de consommation où il y a des produits bio, des produits locaux qui soient disponibles, et pas uniquement des produits qui viennent de circuits longs, uniquement de l'étranger, etc. Donc voilà, je dirais quelques axes. Alors après, comment est-ce qu'on met ça concrètement en place? Ça, je peux revenir par après. Peut-être sur cette thématique de la concrètement mise en place, il y a des questions qui tournent autour du P2R, qui est donc, dont on a Enea et François présents ici. Donc il y a la question de Cyril qui a été répondue par Enea, mais peut-être que je me permets de remettre sur le devant sur la question de la demande et de l'offre, et sur l'adéquation et la possibilité, avec la quantité de surface disponible autour de Lausanne, de la souveraineté alimentaire de la ville. Et donc, je laisse la parole à Enea et à François qui avaient aussi une question sur cette thématique de la souveraineté alimentaire. François. Oui, bonjour à tous. Donc François Turc, je fais partie du comité de la coopérative du panier à 2 roues. Donc, alors peut-être que je peux reprendre la réponse d'Enea déjà par rapport au décalage qu'il y a entre un peu l'offre et la demande. Donc nous, la seule chose qu'on constate, Enea en tant que coordinateur en première ligne pour le voir, c'est souvent un manque de produits à disposition chez les maraîchers. En particulier en cette saison où il y a vraiment un creux entre la fin de l'hiver et les produits de garde qui arrivent au bout, et puis le début de la saison des nouveaux produits du printemps et les plantations d'été. Mais au-delà de ça, en fait, on constate vraiment que pour rester à proximité, il faut nous, on est dans une situation où on n'a pas encore une autoproduction. On démarre cette année, donc on n'a pas encore récolté les fruits, mais on voit les années précédentes, on a travaillé avec les producteurs, donc des producteurs qui sont tous indépendants, ou qui ont leur marché à la ferme ou un stand de marché à Lausanne, et qui mettent la priorité du coup de l'écoulement de leurs produits
pour cette vente directe. Et du coup, nous, on arrive souvent en deuxième plan et on est défavorisé en quelque sorte par cette position. Et puis ça nous amène c'est ça qui nous a amené aussi beaucoup à développer ce nouveau projet d'autoproduction. Et c'est là qu'on a pu constater à quel point il y avait effectivement un manque, à quel point la demande était croissante pour les marchés à la ferme, pour le marché à Lausanne, les stands, et à quel point nous, on était de plus en plus, on avait de plus en plus de difficultés à trouver des produits auprès des producteurs. Donc effectivement, comme Enea l'a dit dans le chat, on a arrêté de prendre des membres aussi pour d'autres raisons, parce qu'on veut rester à une échelle plutôt conviviale, disons, mais aussi parce que au niveau des produits, il y a un manque. Donc, on l'a clairement vu. Après, au-delà de ça, je ne pourrais pas me prononcer sur l'ensemble de la population ou comme ça. Donc, nous, on est plus focalisé sur le panier à 1 €. Après, moi, j'avais une question à David Bourdin, si je peux, par rapport bien sûr. À la souveraineté alimentaire. Dans la politique validée par la ville, j'imagine qu'il y a eu une réflexion autour de la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous avez développé des indicateurs? Là, vous avez parlé des 70% pour la restauration collective. Donc, j'imagine que ces 70%, il est mesuré au fil du temps et chaque année, puis on sait où on en est. Est-ce qu'il y a des indicateurs du type qui pourraient mesurer aussi pour les particuliers, pour la population dans son ensemble, le degré d'autonomie alimentaire puis son évolution, et est-ce qu'elle est mise en relation justement avec peut-être aussi une distance d'approvisionnement? Est-ce que ces réflexions ont lieu et où est-ce qu'on en est? Quelle est l'évolution de ces mesures en fait? Ce qui est la restauration collective durable, là, il y a des indicateurs qui sont suivis. Alors, j'ai plus en tête, je suis désolé, les chiffres. On n'a pas atteint le 70%, ça j'en suis sûr. On est peut-être vers les 50%, mais ça vraiment, c'est à prendre avec précaution. Mais les chiffres sont sûrement disponibles si vous regardez sur Internet, restauration collective durable à Lausanne. Les chiffres seront disponibles. En termes de souveraineté alimentaire, donc, si la question c'est de combien de calories locales seront consommées à Lausanne, ça non, on a aussi fait le choix de ne pas construire la politique pour augmenter cette autosuffisance alimentaire localement, parce que les bras de levier dont on dispose pour le faire sont très limités. La majorité des produits qui sont consommés à Lausanne, c'est au travers de la grande distribution et puis dans la restauration. Et puis, nous, en tant que collectivité publique, je ne pense pas qu'on ait accès à des données ou des choses comme ça. Pour nous, ce qui est plus important, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que les habitants aient la possibilité de faire le choix pour trouver les produits qui correspondent à leurs besoins. Donc, c'est pour ça qu'on est tout à fait intéressé à soutenir des projets qui permettent de renforcer l'offre en produits bio et puis l'accès à des produits qui sont produits en circuit court. Et puis, l'autre indicateur qu'on est en train de construire, c'est le nombre de personnes ou de familles ou de ménages qui a accès à la terre pour expérimenter le jardinage. Parce que c'est aussi un aspect, comme j'ai dit plusieurs fois, qui est important. Donc, la souveraineté alimentaire aussi, qui est donner la possibilité aux personnes de choisir la manière de s'alimenter et de produire leur alimentation. C'est un peu de cette manière-là qu'on la met en œuvre à Lausanne. Il y avait Enea qui voulait compléter, je pense, sur cette thématique. Oui. On te voit, on t'entend. En fait, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que François a dit, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un décalage complet entre la politique agricole, je pense au niveau fédéral, qui encourage des entreprises agricoles qui deviennent de plus en plus grandes et qui répondent pas forcément aux besoins d'une grande partie de la population. Et puis aussi au niveau du droit foncier rural, pour que des projets puissent se construire, il y a tellement d'obstacles. Et puis
en tout cas, de notre côté, on n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce qui freine, quels sont les leviers d'action pour essayer de débloquer certaines situations. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et puis, la deuxième remarque, c'est plutôt une question à David Bourdin. Je me demandais s'il y avait des forums où des acteurs des projets citoyens sont invités à discuter avec la ville pour réfléchir à des solutions. Et puis, je me demandais même si ça ne vaudrait peut-être pas la peine, vu l'engouement pour ce genre de questions, et vu peut-être la configuration favorable politique au niveau de la ville, d'organiser un événement qui puisse inviter des consommateurs, des producteurs, et qu'il y ait une réflexion qui soit un peu organisée, institutionnalisée et aussi, disons, mise en avant dans les médias. Néa, je te rejoins tout à fait sur cette question-là. C'est d'ailleurs la raison d'être d'Habitat Nourricier. Il y a Loïc aussi dans le chat qui suggère des assemblées populaires. Mais peut-être sur cette question du foncier et de la difficulté d'accès à la terre, Baptiste et Ivana, vous pourriez nous raconter un peu comment vous avez négocié toutes ces thématiques-là, en plus dans le cadre spécifique d'une université, pour votre projet de la ferme de Bassange. Donc, ouais, pour peut-être remettre un peu en contexte, donc il y avait eu cet appel à projet avec un cahier des charges donc, bien défini de ce qui était attendu. Donc, il y a eu 26 candidatures et puis finalement, ça a été la nôtre qui a été retenue. Mais c'est vrai qu'après, on s'est heurté à des petites... c'était pas des difficultés, mais au niveau administratif, vraiment le fait que c'était clair et net dans le cahier des charges, il fallait avoir un agriculteur pour avoir cette capacité agricole pour pouvoir avoir les terrains, quoi. Et puis là aussi, le fait au niveau de la confédération, de pouvoir être reconnu, toute l'équipe qu'on était, on a dû vraiment faire en sorte que ça passe au niveau administratif. Puis du coup, cet accès à la terre, il est pas, si on n'a pas vraiment une capacité agricole, il est hyper difficile. Et si en plus, les parents, ils n'ont pas déjà une ferme, ça devient encore plus difficile. Donc là, pour nous, c'était vraiment une chance en or de pouvoir reprendre ces terrains agricoles. Ça, c'était clair. Tu veux ajouter? Ouais, j'ai pas trop saisi le sens de la question de départ. L'accès à la terre, c'était... Oui. C'est cette thématique du foncier qui a été soulevée par Néa et François. Okay. C'est vrai que c'est aussi une thématique que Elena et Marine abordent dans leurs recherches. Ouais. Mais... c'est clair, à l'heure actuelle, vraiment, il y a ces surfaces agricoles, il y a ces exploitations, nous on n'aime pas utiliser le mot exploitation, mais voilà, donc dans la réalité, les exploitations agricoles, elles sont définies, il y a des surfaces d'assolement donc, qui sont réservées par canton pour pouvoir vraiment assurer cette sécurité alimentaire pour chaque canton, et puis que ça marche au niveau de toute la Suisse. Mais ouais, pour vraiment pouvoir accéder à ces terrains, je trouve que c'est vraiment hyper difficile. Et là, à mon avis, mais là, je le dis vraiment personnellement, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau politique, tout, que certes, c'est aussi très bien que ce soit comme ça, protéger l'accès à la terre, qui n'est pas non plus n'importe qui, parce que voilà, les terrains agricoles, finalement, il y en a déjà de moins en moins en Suisse. Donc, c'est vraiment une denrée rare. Il faut faire hyper attention, en fait, avec ce qu'on en fait, quoi. Mais voilà, comme un peu, il n'y a personne qui est enfant d'agriculteur dans l'équipe. Donc, c'est vrai que si on veut se lancer là-dedans, c'est très, très compliqué, quoi. Ça, c'est sûr. On va prendre Elena, puis Monsieur Bourdin, rapidement. Elena Kogato. Oui, merci. Alors, peut-être juste un petit point de réflexion. Nous discutons de sécurité alimentaire ou de souveraineté et nous en parlons comme si on pouvait les traiter comme des objectifs, alors que nous savons que la sécurité alimentaire, elle a été sanctionnée et donc arrêtée par un référendum, mais on sait que l'article sur la sécurité alimentaire ne parle pas forcément de l'aspiration à une alimentation indigène, mais elle assure d'autres choses aussi, une sécurité aussi d'un secteur productif. Donc, mais je ne vais pas dire qu'on ne peut pas en parler. Je pense que nous pouvons parler de souveraineté comme
d'un fantasme, d'une valeur vers laquelle nous pouvons tendre, une valeur qui mobilise la société, par rapport à laquelle aujourd'hui, je crois qu'aucune instance n'a ni les moyens ni les devoirs dans ce sens de l'assurer, mais comme donc un horizon qu'on construit petit à petit. Alors, c'est clair que je trouve que ça interroge et d'une manière assez stimulante les tableaux que David Bourdin nous a montrés, dans lesquels vous placiez dans les deux axes de la profession et de l'affectation du sol, les différents projets de la ville. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la zone agricole, dans cet espace qui est compris entre zone agricole et activité non professionnelle, il y a un vide. Au sens, et ce n'est pas du tout une critique, celle que je soulève. Je trouve qu'il faut peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il ouvre comme possibilité. C'est comme si la zone agricole, en tant que telle, elle était étanche à toute activité qui soit non professionnelle. Est-ce qu'on a l'intérêt que ce soit maintenu, cet état de choses, ou est-ce qu'on a l'intérêt à trouver des manières pour commencer à construire des raisons pour mettre quelque chose dans ces blancs? Voilà, c'est un peu ça ma question. Je pourrais prolonger, mais comme David Bourdin voulait répondre aussi, peut-être qu'il pourra poursuivre. Oui, Monsieur Bourdin. Alors, je vais essayer de faire court, mais en fait, tout le carcan ou bien le complexe légal qui est mis autour de cette zone agricole, entre les surfaces d'assolement, la zone agricole, la surface agricole utile, le droit foncier rural, tout a été construit pour une politique agricole qui est destinée aux familles paysannes, c'est-à-dire des familles qui cultivent, qui produisent des denrées alimentaires qui sont ensuite mises sur le marché. Et puis, ces familles paysannes, pour qu'elles aient accès à la terre, pour continuer à leur exploitation, que ce soit dans les cas de transmission, hein, quand il y a le père qui veut remettre le père, souvent c'est quand même comme ça que ça se passe historiquement, le père qui veut remettre son exploitation, et quand il a plusieurs enfants, tout le droit foncier rural, le droit successoral, etc., a été construit pour qu'il soit remis à la personne qui va continuer à exploiter le domaine. Aussi, pour donner quelques chiffres, un mètre carré de terre agricole, ça vaut 2-3 francs. Un mètre carré de zone à bâtir, c'est 300-400 francs. Donc, il y aurait sinon, le risque serait qu'il y ait des mécanismes de spéculation qui se mettent en place, ou bien après aussi l'acquisition de terrains agricoles par des structures privées. Et puis, les structures privées qui auraient aujourd'hui la force de frappe la plus importante, et puis peut-être l'intérêt économique aussi direct d'investir dans l'acquisition de foncier pour produire, c'est les grandes chaînes de distribution, qui ont déjà leur propre abattoir, leur propre boucherie, leur propre filière intégrée, puis qui seraient intéressés à intégrer la filière jusqu'au début, jusqu'à la production. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est sûr, ce droit foncier rural et puis ce système, il a été mis en place pour favoriser les familles paysannes. Et puis, quand il y a des projets, je dirais, alternatifs, collectifs, c'est très difficile, effectivement, de trouver des solutions juridiques qui permettent d'avoir accès à la terre et puis qui permettent aussi d'avoir accès à toutes les aides qui sont mises en place par la politique agricole, que ce soit en termes de paiement direct, en termes d'aide aux investissements, ou en termes de facilité pour transformer des bâtiments. Voilà, donc quelques éléments complémentaires. Et puis par rapport à cette question qui m'a été posée par rapport à l'échange, d'avoir des forums d'échange, donc on a mis en place déjà plusieurs événements. On a mis en place une exposition sur la filière laitière qui était au forum de l'Hôtel de Ville pour expliquer comment est-ce qu'elle fonctionnait, les enjeux, les défis. Où il y a eu une table ronde qui a été mise en place. Au comptoir suisse, on avait un stand qui présentait un peu les différents éléments, notamment aussi de la politique agricole. On a eu des échanges à ce moment-là où on a invité quelques personnes à participer. Et puis, on a l'année passée concentré un petit peu cette idée d'avoir des échanges sur le jardinage urbain. On a eu 2 rencontres où on a invité un cercle assez large
de personnes. C'était pour nous très intéressant aussi de mieux comprendre les besoins. Et puis effectivement, je ne vous le cache pas, qu'on est en train de réfléchir aussi à mettre en place des échanges et puis peut-être une série de discussions sur les circuits courts, sur plutôt cet approvisionnement en local qu'on pourrait continuer à développer ces prochains temps. C'est en tout cas le souhait qu'on a, et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. En tout cas, moi, je suis très intéressé s'il y a des gens qui veulent participer à l'organisation de ce genre d'événement, à continuer à échanger après ce soir. Peut-être on peut passer la parole à Laurent qui souhaitait témoigner de son expérience en coopérative et qui était sceptique quant aux assemblées populaires, s'il souhaite poser sa question. Je réagissais juste à la question des assemblées citoyennes qui a été posée comme une revendication, puis qui semble être un peu une façon de régler la question de façon très unanime, très consensuelle. Tout le monde est toujours d'accord de faire des assemblées citoyennes, mais on n'a pas encore déterminé à quoi elles étaient censées répondre. Et je mettais dans le fil des discussions mon expérience en coopérative d'habitants, où je constate que la coopérative d'habitants, c'est un lieu où on discute beaucoup, mais on discute de choses qu'on n'aurait pas à discuter. C'est-à-dire que s'impliquer dans son logement ou s'impliquer dans un projet alimentaire, par exemple, c'est effectivement très bien, mais d'abord, ce qu'il faudrait définir ensemble, c'est ce qui nous relie, c'est les valeurs communes qu'on a. Et donc, c'est un projet alimentaire, un projet de mobilité, c'est un projet urbain, c'est un projet d'habitat, il y a plein de choses. Quand on décide, comme dans la coopérative Équilibre, de faire caca dans des lombricomposteurs et dans un système de cacarousel, si vous connaissez, ce système-là, il implique de la part des habitants de se prendre en main, et ce n'est pas une attitude de consommateur, c'est bien une attitude d'acteur. Et je pense que pour l'alimentation, c'est la même chose. Il y a une vision au départ qu'on doit définir, et cette vision, on doit se l'imposer autour de valeurs fortes et pas forcément chercher à discuter. Parce que le problème, c'est que la coopérative d'habitants et les groupes importants ont aussi tendance, en tout cas c'est un des phénomènes qui peut arriver, aussi tendance à attirer, on va dire, j'espère que mes voisins ne m'entendent pas, un peu attirer toute une série de gens qui viennent un peu parasiter le système. C'est-à-dire qu'on utilise la discussion comme un moyen d'épuiser la discussion. Et puis finalement, la règle du consensus s'impose sur celle de la majorité et des règles démocratiques. Et donc le problème, c'est qu'on a déjà un modèle agricole qu'on oppose à un autre, qu'on n'arrive pas à défendre, qui est extrêmement minoritaire. Et si on veut vraiment changer le monde, le but, c'est d'imposer, de créer un rapport de force. Enfin, il faut parler politique, on parle de politique agricole, et il faut donc imposer ce système contre un autre, ou en tout cas créer un équilibre nouveau. Et pour défendre cette politique agricole, il faut faire de la politique, quoi. Il ne faut pas se réunir entre personnes plus ou moins alternatives qui vont défendre une vision ensemble et puis juste se dire « super, on est 10 ». On aura réussi à faire évoluer un petit peu les choses. Il faut essayer d'avoir des projets, et des projets qu'on arrive à défendre. Quand j'entends David Bourdin dire que c'est l'unanimité du conseil communal qui vote ça, c'est qu'il y a bien, en tout cas, des valeurs, des gens qui défendent ça, et qu'il y a des gens qui sont prêts à aller très loin là-dedans. Mais je ne vois pas dans l'impact et dans l'économie que représente cette agriculture-là encore l'équilibre que l'on retrouve au Conseil communal de Lausanne, ce qui m'interpelle. Et je reviens donc à la question que NEA a posée tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre la politique agricole, décrite par David Bourdin en disant finalement la zone agricole est quand même très contrainte par la loi sur l'agriculture, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renverser cette logique-là? Est-ce que la désobéissance civile qu'on trouve sur les ponts lausannois, on ne doit pas la trouver aussi dans les zones agricoles? Est-ce qu'il y a une autre forme d'agriculture que celle de la désobéissance civile, et une autre forme de combat qui est celui de la politique à inventer aujourd'hui? Voilà un peu ma question. Est-ce que David Bourdin souhaite commenter ou répondre à l'intervention de Laurent?
je vais peut-être faire le lien aussi avec une des questions qui était dans le chat sur la notion de chaîne de valeur, parce que quand il y a un producteur qui fait des pommes de terre, avant qu'on ait des chips dans notre assiette, il y a toute une série d'étapes. Ou bien quand il y a, si on prend la famille de Mont, il y a du lait il y a la traite est faite tous les jours sur l'exploitation, puis après, il y a des gens qui aimeraient acheter du lait. Puis là, il y a toute une chaîne de valeur qui doit se mettre en place. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Et puis là, il y a des acteurs économiques, du coup, à chacune de ces étapes pour collecter, pour transformer, pour livrer, etc. Le P2R, c'est un très bon exemple. Et puis, alors oui, on peut avoir une réflexion au niveau de la politique agricole et des contraintes qu'on peut mettre au niveau de la production. Après, il y a la responsabilité de chacun d'entre nous en tant que consommateur qui, de par ses achats, va guider le marché, parce que le marché répond de manière assez rapide quand même selon les options qui sont choisies par les consommateurs. Si on prend par exemple la situation du lait bio, il y en a plus aujourd'hui qui est produit que ce qui est vendu. Donc parfois, il y a des producteurs qui font du lait bio et puis ce lait, il est mélangé avec du lait d'industrie, donc du lait produit à base d'ensilage, ça veut dire que c'est un lait produit de manière industrielle. Et après, il se retrouve justement mélangé, puis il perd sa valeur. Donc là, il y a quand même une divergence aussi entre l'idée que les gens aimeraient, ou la production idéale que les gens aimeraient promouvoir ou bien voir à côté de chez eux, et puis ce qu'ils achètent quand ils sont au supermarché, et puis qu'ils commencent à réfléchir à quel prix ils sont prêts de produire tel ou tel produit. L'exemple du lait, je trouve qu'il est assez parlant. Et puis après, les leviers qu'on peut avoir sur ces chaînes de valeur, c'est du soutien à l'économie puis aux différentes entreprises qui voudraient se positionner là-dessus. Alors oui, on a des réflexions. Après, c'est difficile d'avoir un réel impact. Voilà, je vais vous donner un exemple. En ce moment, on est en train de développer un projet de bière à Lausanne. Et puis, on a de l'orge brassicole qui est semée. Il y a une malterie qui existe dans le canton de Vaud. Il y a des brasseries lausannoises. Donc là, il y a tout un écosystème qu'on aimerait activer. Après, ça va faire des tout petits volumes. Pour avoir un effet, je dirais, de levier important, là, il faut vraiment que tous les consommateurs se mettent autour agissent. Et puis là, c'est peut-être, alors, je ne sais pas si c'est une désobéissance civile d'aller acheter des produits locaux et bio, mais c'est peut-être simplement ce levier-là qu'il faut aussi utiliser. Puis là, c'est la responsabilité de chacun. Merci. Je crois que Elena voulait prendre la parole sur ce point-là. Oui, j'aimerais dire que je suis extrêmement sensible à la question posée par Laurent Guidetti et je vais lui dire aussi que à partir de notre position, de nos moyens, nous essayons aussi de contribuer à la réponse. Pas pour donner la réponse, mais dans l'idée que si nous essayons de cartographier différemment qu'est-ce que c'est la présence d'une réalité des productions agricoles dans toutes ses formes et indépendamment des catégories de l'usage du sol urbain ou agricole ou des zones à bâtir, et que nous montrons par des cartographies quels sont effectivement l'impact, quel est l'impact réel que tout ça a en termes de quantité de production, en termes d'interaction avec d'autres fonctionnalités. Nous construisons aussi des arguments pour essayer d'aller au-delà des partages paralysants. Je dis ça parce qu'en discutant avec un partenaire qui est juriste, qui est impliqué, qui a regardé avec nous ce que nous voyons comme ça, il nous dit, mais il vaudrait la peine peut-être de travailler sur la notion légale de territoire multifonctionnel et d'un coup sortir de certaines autres catégories qui nous emprisonnent, mais avec lesquelles il faut faire avec encore, et trouver des pistes. Mais évidemment, ce déclic mental, il vient à partir du moment où nous, on est capable de montrer des potentiels, des pistes possibles. Je me permets encore d'ajouter une anecdote, parce qu'avec toutes les ambiguïtés qu'il peut avoir les plans Valène, je me permets de l'évoquer à nouveau. Les plans Valène, en fait, grâce aussi à un travail cartographique et de récadastration de toute la Suisse et de quelle était la réalité vraiment sur les sols cultivés et non cultivés, il est arrivé à mettre en place les conditions
effectivement pour casser les frontières rigides de la profession agricole, d'une manière peut-être aussi violente, mais donc il a cassé des logiques de transmission générationnelle, de transmission des savoir-faire par des réseaux familiaux, de propriété, etc. Et il avait construit des conditions pour que finalement l'accès à un savoir, à une pratique agricole, d'un coup, soit ouverte tous azimuts. C'est encore un autre aspect, me semble-t-il, qui est intéressant à considérer et qui est passé quand même par une récadastration des territoires selon des catégories qui étaient non celles conventionnellement établies et suivies jusqu'à ce moment-là. Voilà. Marine, il me semble que tu souhaitais prendre la parole. Bien pas. Ah, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Oui, oui, j'aurais aimé donc rebondir sur ce qui a été dit avant par rapport à la question de la vision, parce que c'est un peu ce que j'ai posé comme question tout à l'heure donc à David Bourdin. C'est quoi le projet, la prise de parti? Et je pense, et je vais en profiter pour répondre aussi à la question de Loïc Bernet que je vois ici. Alors oui, la commune, je pense qu'il y a, enfin moi je suis architecte, donc je travaille avec je suis guidée par le projet. Donc l'idée vraiment de la prospection, on fait une image directrice puis on y va, on la dessine et puis on le fait. Mais après voilà, c'est mon background moi. Maintenant, je comprends bien qu'on est au niveau d'une société avec sa gouvernance à elle. Et je pense aussi que cette question de la vision, elle doit dépasser l'échelle communale complètement, parce que comme on l'a bien compris, le droit fédéral est très clairement écrasant par rapport à ça. Et donc, d'où la question d'avoir une vision à une question politique, mais à un niveau peut-être aussi supérieur, si je peux me permettre. Donc, tout à l'heure, Loïc posait la question sur le fait donc je la lis si ça ne vous dérange pas. Tu t'interroges sur le fait qu'il faille ou non étendre les zones urbaines sur la campagne. J'aurais aimé avoir ton avis personnel sur la question, oui ou non, et surtout que et comment faut-il faire à ton avis? As-tu des connaissances d'exemples inspirants? Il y a une chose par rapport à la question de la vision du projet agricole, il faut savoir ce qu'on veut au final. C'est est-ce qu'on veut densifier pour répondre aux objectifs de croissance démographique, donc par rapport à la LAT, ou est-ce qu'on veut tendre vers une plus grande souveraineté alimentaire? Dans ce cas, on ne construit pas sur les sols agricoles. Et puis, il y a peut-être aussi une autre question à se poser qui nous tuera bien avant le manque de nourriture, c'est le changement climatique. Par exemple, donc l'effondrement de la biodiversité, les pandémies que ça engendre, le manque d'eau potable qui va être la première ressource qui va disparaître avant ou après le sol, ça se calcule en fonction des pays. Et sachant que, alors, voilà, la question c'est ça aussi, c'est quel projet, quelle vision on a envie d'avoir, quel projet on a envie d'entreprendre. Est-ce qu'on a envie de manger quelque chose et de boire et de respirer encore dans quelques temps, sachant que le temps se rapproche. Et là, ça, c'est une question qui dépasse complètement la volonté d'une commune, même si la commune, elle fait ce qu'elle peut à son niveau, mais là, il y a vraiment une question encore plus grande à adresser vraiment plus haut, je pense. Et d'ailleurs, donc, pour finir, je ne peux pas répondre à cette question de manière tranchée, c'est impossible, parce que justement, si on doit densifier, c'est une obligation, il faut faire avec. Moi, bien sûr, c'est à contre-cœur que si je dois densifier sur une zone agricole, ça me crève le cœur, on est bien d'accord, mais après, si on n'a pas d'alternative, comme à Genève, c'est 23 hectares qui nous restent de marge de manœuvre, c'est rien, 23 hectares. Donc, pour 2060. Donc, c'est vrai que des fois, ça se joue sur le fil. Après, ce que fait la LAT, justement, c'est qu'elle durcit ça, et la SDA, elle fonctionne un peu en figure d'opposition, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, elles protègent les sols agricoles, elles essayent de limiter l'extension urbaine, c'est pour ça qu'on n'a pas des espaces aussi étendus comme on peut le trouver par exemple en France ou en Italie. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que malgré tout, c'est très dur, mais ça a permis de protéger nos sols agricoles. Mais par contre, ça fait l'effet inverse, c'est que ça compacte nos centres-villes. Il faut savoir qu'avant, dans les villes,
les sols agricoles étaient toujours systématiquement à côté des industries. Les ouvriers, mais aussi les industries fournissaient de la nourriture. En fait, les sols productifs n'étaient pas forcément réservés aux sols agricoles. Au contraire, c'était aussi des sols urbains qui avaient cette fonction-là. Et le fait de les faire disparaître, ces sols perméables et ces sols productifs, on arrive à des gros problèmes d'imperméabilisation des sols, d'inondation, d'îlots de chaleur, des problèmes de continuité écologique. Donc en fait, je dirais qu'il va falloir peut-être répartir. J'avoue qu'on commence la recherche, je commence ma thèse aussi, donc je n'ai pas encore les éléments de réponse, mais je pense que ce ne sera pas binaire, ce ne sera pas soit là, soit là. Je pense qu'il y aura des questions de synergie à réfléchir. Une autre chose qui est un dernier élément, je m'arrête, du point de vue de la SDA, j'aimerais juste noter un truc qui, moi, me donne beaucoup d'espoir. C'est que la SDA, quand on regarde les critères, c'est basé sur la mécanisation, c'est basé sur le taille de parcelle, sur la pente des parcelles, etc., pour que, en gros, le tracteur puisse passer. Et en fait, en 2018, il y a un rapport qui est passé en disant il faut arrêter tout ça et il faut arriver avec une logique de sol, le sol compris comme écosystème vivant, comme soil, vraiment. Et là, quand on va voir, parce que quand même sur les SDA, on ne le dit pas, mais on bétonne des serres aussi. Il y a des agriculteurs qui mettent leurs piscines. Bon, après, ça se discute, on est bien d'accord. Donc, en fait, il y a des choses, enfin, c'est un très bon outil, mais il peut être encore plus performant. Et il n'est pas forcément, quand il sera basé sur une logique d'approvisionnement alimentaire et sur une logique de sol comme écosystème, je suis persuadée que la cartographie va complètement changer et cette distinction très franche entre espace urbain et espace rural va complètement exploser. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Merci Marine, on voit que les questions sont quand même très très nombreuses, on a évoqué plein de thèmes ce soir. Donc je vais passer la parole à Ivana et Baptiste qui voulaient réagir sur cette thématique-là. Et puis après on prendra une dernière question parce que malheureusement il est déjà 7h10, donc ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres opportunités de débattre de toutes ces thématiques-là. Et donc on prendra une dernière question après Ivana et Baptiste. Déjà merci pour toutes les inputs, c'est très intéressant. Mais j'avais un peu une réflexion qui mettait pas mal de choses ensemble. Le panier d'euros qui parle de manque d'approvisionnement au printemps, ça amène la question de la conservation. Ça amène le fait que actuellement, dans le supermarché, la sauce tomate au kilo, elle est aussi chère que la tomate locale, je dis artisanale, parce que les petits maraîchers, on peut les comparer à des artisans par rapport à des industriels de la sauce tomate, par exemple. Ça nous amène aussi, par rapport aux assemblées citoyennes, par exemple, moi j'ai l'impression en fait dans tout ça, qu'il faut cultiver à la fois à l'échelle individuelle que à la fois un peu plus globale, communale, cantonale ou même au niveau de la confédération, finalement de se trouver une vision et que les assemblées citoyennes sont une aide en fait à tout un chacun de se positionner, de dire qu'est-ce que je veux moi en fait. Et puis du coup c'est ça qui va créer du changement soit dans les urnes, soit dans les actions. Et que on se rend compte aussi que il faut que à travers la réflexion sur les SDA, et globalement au niveau de l'aménagement du territoire, que les outils mis en place doivent être en adéquation avec les missions et la vision qu'on adopte. Et voilà, et que se rendre compte que pour avoir de la sauce tomate à moins de 10 francs le kilo, en fait c'est des champs de tomates qui sont récoltés au tracteur de manière quasiment automatisée, etc. Ça n'empêche que ça peut être du bio, etc. Mais c'est juste d'autres choses. Et que si on veut de la sauce tomate locale, artisanale, en fait, faut acheter des légumes un peu abîmés de son maraîcher et la faire soi-même dans sa cuisine. Et de nouveau, en fait, se rendre acteur finalement. Et c'est là aussi que c'est intéressant, je trouve, les politiques de la ville, de laisser place au fait d'être acteur et peut-être leur laisser place à de la nature dans le sens très agricole finalement du terme, mais finalement ça reste des espaces de verdure et puis voilà, où on peut aussi sensibiliser sur la biodiversité. Et c'est un gros maillon. Moi, ma vision du bio, finalement, c'est vraiment très, très personnel. C'est essayer de recentrer la production agricole
en incluant la biodiversité qui la supporte finalement. Et puis ça nous amène à finalement se tourner vers des systèmes de production résilients, durables, économes en énergie et qui sont du coup tournés vers le local. Ouais, c'est un peu un gros mélange, mais je pense que globalement, il y a effectivement une grosse réflexion à faire pour impliquer les gens, tout le monde, vraiment, de toute classe sociale confondue. Merci Baptiste pour cette remarque et ces précisions plutôt concrètes et qui amènent chacun à devenir acteur pour effectivement faire changer les choses. On va relayer une dernière question qui permet de faire un lien avec le cadre dans lequel cette discussion prend place, qui est celle de l'exposition Taking the Countryside, qui a été proposée par Sébastien Marot. Et il y a deux questions même, l'une d'Hervé et l'autre de Loïc, il me semble, qui souhaite revenir sur les différents scénarios proposés par Sébastien Marot à la fin de son exposition. Donc, je laisse Hervé relayer la question. Oui, bonjour. Justement, merci de me donner la parole pour cette dernière question. Je voulais justement revenir à l'exposition de Sébastien Marot et des 4 scénarios qui sont proposés à l'issue de l'exposition. Je voulais remercier aussi les intervenants de ce soir qui nous présentent des initiatives plutôt collectives, coopératives et qui sont plutôt de type bottom-up, que je salue, qui sont vertueuses et que je salue. Mais je me pose la question si elles sont significatives au niveau productivité alimentaire en regard des besoins. J'entends tout à l'heure qu'on peut produire en Suisse 1 seule calorie sur 2. Alors, ça m'interpelle. Et puis, je me demandais si justement dans un scénario plus celui qui est dans l'exposition indiqué comme celui de la négociation, on pourrait pas. Je me demandais quels outils l'urbaniste aurait à disposition pour pouvoir inciter, augmenter cette production alimentaire locale. Et peut-être ça relaie un peu les dernières questions aussi de certaines personnes par rapport à qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole ou qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place pour favoriser cette politique agricole. Merci, je laisse la parole à Sébastien. Merci. Moi aussi, je voulais souligner sans aucune complaisance le très grand intérêt que je prends à cette conversation qui me montre aussi, alors je ne comprends pas tout parce que je ne connais pas bien le contexte lausannois, je ne connais pas les acronymes, tout ça, donc j'ai un peu de mal à me repérer, mais je vois bien l'intensité du débat sur ces questions. Et il est évident qu'en face de cette intensité locale extrêmement riche, les caricatures que j'ai présentées, on a présenté avec Martin Etienne à la fin de notre exposition sont forcément ce qu'elles sont, c'est-à-dire des caricatures qui essayaient de, au fond, pointer le doigt sur les évolutions possibles des rapports entre ville, métropole et agriculture. Et de pointer aussi le doigt, ce faisant, sur aussi les concepts de métropole et de ville d'un côté et de production alimentaire, d'horticulture, de paysage de l'autre. En se posant la question de savoir si, au fond, c'est à partir si au fond, le projet d'une meilleure relation entre ces deux activités, les activités urbaines d'un côté, puis les activités. Alors, on voit bien que ce n'est pas si simple de les opposer. Justement, il faut dépasser cette opposition, mais doivent se penser d'abord à partir des métropoles. D'abord à partir de ces acteurs qui sont devenus fondamentaux. Aujourd'hui, dans la globalisation générale, ces métropoles sont devenus des acteurs qui sont très, très pratiques en face des États, etc., parce qu'ils n'ont pas de limite tout à fait fixe, même s'ils en ont administratives, mais on voit bien que ça bouge, tout ça. Et juste de pointer le doigt sur est-ce qu'on est bien sûr que c'est du sein des métropoles, soit hyper dense,
tour de contrôle des territoires alentours, comme dans un des scénarios, soit comme dynamique, au fond, comme les foyers, disons, de la recherche d'une relation plus vertueuse, plus hybride entre les choses. Donc, je sens bien derrière votre question que vous écartez, en tout cas, vous n'en parlez pas, de l'hypothèse concentrée, de l'hypothèse industrialisation 2.0, qui a un discours environnemental, qu'on peut sans doute critiquer, mais qui a un discours environnemental fort, notamment concentrer pour laisser les terres agricoles telles qu'elles sont, et que vous voyez une sorte en revanche, de pistes plus intéressantes, plus porteuses, du côté de ce qu'on a appelé négociation ou intégration, en pensant que les autres, l'infiltration, elles sont trop, comment dire, ténues, ou bien sécession, qu'elles sont juste impossibles. Impossible, on ne voit pas politiquement comment, etc. Et c'est vrai que ce scénario de la négociation ou de l'intégration, il a beaucoup de choses derrière, il a tout pour plaire aux urbanistes, qui se sentent qu'ils ont la main quelque part, qu'ils ont la main pour proposer comme ça une sorte. Mais c'est vraiment une dynamique, en tout cas telle qu'on l'a représentée, et sans doute ça doit être plus fine, parce que ces scénarios ne sont pas exclusifs d'autres, sans doute. Mais ça, d'une certaine manière, ça pourrait répondre à une grande vision, appelée de ses voeux par Marine, même si c'est peut-être pas la vision qu'elle a en tête, comme ça peut être aussi une forme d'accrétion, bien entendu, sur voilà, on va mettre les urbanistes et les architectes et les nouveaux agriculteurs ensemble, et ils vont accoucher de trucs sur. Et puis, il y a derrière cet urbanisme agricole, on pourrait dire, il y a tout un tas de traditions en plus du côté de l'urbanisme, dans lequel on pourrait faire venir la Garden City, dans lequel on peut faire venir Frank Lloyd Wright, et puis imaginer quelque chose comme ce que Paola Vigano appelle une métropole horizontale. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on tient tant aux métropoles? Pourquoi on tient tant à ça? Alors c'est vrai que la question, Marine a raison, c'est-à-dire comment on peut conjuguer une vision avec des pratiques du type de celle de l'infiltration, qui était très bien illustrée par les différents intervenants ici, voire avec une pratique de la sécession. Vous voyez, comment on pourrait imaginer, au fond, de réfléchir à de nouveaux modes de vie, enfin pas seulement à y réfléchir, à les mettre en pratique, en s'affranchissant du concept de métropole, en s'affranchissant de tout ça. Alors pour embrasser quoi? C'est sûr que tous, on a en tête ces concepts de région, de biorégion. C'est pas facile. Pourquoi d'ailleurs on hésite entre biorégion et région? C'est une question intéressante. Comment alors les gens vont nous dire, mais qu'est-ce que c'est une biorégion? C'est un bassin versant, vous pouvez tracer des limites, tout ça. Non, une région c'est aussi peut-être une vision justement, ou des visions comme ça. Mais j'ai bien conscience en disant ça de ne pas pouvoir répondre à la question, de ne pas savoir, en tout cas me poser à fond la question soulevée par Laurent Guidetti. C'est-à-dire comment, et à partir de comment ça se fabrique, quoi, une vision de ce type, par qui? Est-ce que les visions précèdent au fond les individus? Et du coup, le travail de cartographie ou le travail d'autres, etc., serait là pour faire naître quelque part des alternatives comme ça, qui appelleraient à des gens à les joindre. Il me semble que la crise sanitaire actuelle, enfin j'imagine, mais je suis isolé comme tout le monde, et donc je suis idiot comme tout le monde dans mon bled comme ça, et
j'imagine qu'à leurs yeux, en tout cas aux miens, elles dénudent quelque part les câbles de l'infrastructure. En élaguant des branches dont on voit bien qu'on arrive, en tout cas momentanément, à se passer assez bien, comme ça, en dénudant celles qui sont des nerfs de la guerre, comme ça. Et on voit bien que l'alimentation est absolument, évidemment la santé, mais l'alimentation est absolument centrale. C'est la seule, une des seuls motifs d'autorisation que vous pouvez aller sortir les pots. Mais elle met à nu le fait qu'on est des consommateurs terminaux dans une arborescence dont on ne comprend même pas très bien le truc. Donc j'imagine que dans la tête de beaucoup de gens, ceux qui se posaient la question, mais beaucoup d'autres aussi déjà, elle conduit à se dire, putain, mais où je vais ici, idéalement, à un moment, je peux choisir d'aller quelque part. Et j'imagine que la question alimentaire et la question de l'autosuffisance, de la sécurité alimentaire à cette échelle-là ou à une autre, elle se pose énormément. Je bavarde comme ça, mais c'est le genre C'est une très belle conclusion, Sébastien. C'est vrai que tu résumes bien et tu repositionnes bien toutes les interrogations de tous les intervenants de ce soir. Je dois admettre que je suis extrêmement admiratif de la capacité à la fois des participants et des invités de manier tous ces concepts, de faire une double conférence puisqu'il y a eu des réponses sur le chat en parallèle. Donc un immense merci à vous tous pour votre agilité mentale et numérique. Et malheureusement, on est dans l'obligation de clore cette discussion ce soir. Mais pour nous, comme Cyril l'a dit au début, Habitat Nourricier, nous sommes un jeune collectif, ce n'est que le début. Et donc, on espère bien remuer toutes ces questions-là sur la scène lausannoise, reconnecter tous les acteurs et toutes les disciplines, comme on a pu le faire ce soir grâce à vous. Donc, un immense merci à tous et à tous nos participants. Et donc, je vous propose, pour conclure, d'activer tous les micros et comme ça tout le monde pourra applaudir nos invités et nos invités pourront se rendre compte que nous n'étions pas seuls, il y avait du monde avec nous.